Bonsoir à tous. Hello everybody. Bienvenue à cette Zoom conférence Mm. en ce jour du mardi 19 avril 2022 avec professeur Thomas Lévy à propos des feuilles d'olivier et de l'intérêt dans la synthèse de la vitamine C dans le corps. So welcome everybody to this Zoom conference with Professor Thomas Levy about olive leaf and hydroxy rosol and with the benefit effect to produce vitamin C by the body. Merci à Dr. Maha Shaib d'avoir organisé cette Zoom conférence. Merci à Asma Masbahi pour la traduction et l'interprétariat en direct. Et merci au professeur Thomas Levy d'avoir accepté de nous faire aujourd'hui cette conférence. So, thank you, Dr. Maha Shaib, for your organization and making this Zoom conference possible. And thank you, Asma Misbahi, for translate and for all the work she. And thank you, Professor Thomas Levy, for this Zoom conference. So welcome and thank you very much. Very good. Thank you, Dr. Bagley. I'm always happy to be here. As I think everybody can tell from the title of this presentation, is we've all known, I think at least in this group, of the importance of vitamin C in the body and of the fact that most people are genetically deficient, not 100%, in the ability to make vitamin C. It should be very exciting to realize, and I'll show you the evidence, that there are ways to overcome this genetic shortcoming and to allow people to start making vitamin C most of the time. Alors, professeur Lévy, durant cette présentation, va nous montrer comment est-ce qu'on... parce que d'après toutes les présentations qu'il a déjà faites, il nous a présenté l'importance de la vitamine C et ce qu'elle peut apporter pour le corps humain. Et on sait que la majorité des gens ont perdu la capacité de créer leur propre vitamine C. Il y a un défaut génétique, une déficience génétique que durant cette présentation, le professeur Lévy va nous montrer des moyens pour restaurer ce défaut génétique et pour rendre au corps humain cette capacité de produire sa propre vitamine C. Yeah. There we go. Okay. Like all my other presentations, I have many different references, and all you see is a number. You take the number, go to this website, put the number in, and you'll go straight to the abstract and sometimes the entire article discussing the fact that I'm citing. Durant cette présentation, vous allez remarquer qu'il y a des numéros entre deux parenthèses. Ces numéros-là, ce sont des codes pour accéder aux publications scientifiques que professeur Lévy va mentionner durant sa présentation. Vous pouvez utiliser ces numéros, les faire entrer sur le site de PubMed et accéder directement aux publications scientifiques que professeur Lévy va mentionner durant la présentation. And let me also say before I go on that most of this information initially came from the research and brilliant mind of my colleague, Mr. Bill Sardi, who unfortunately passed away several months back, but most of this information is due to his diligent research. La majorité des informations et des résultats que vous allez voir durant cette présentation ils ont été créés grâce aux travaux diligents du professeur Bill Sardi qui nous a quittés il y a quelques mois auparavant. Now, even today,
it's pretty much assumed by people that are aware, scientists that are aware that regular animals make vitamin C in their liver, that human beings cannot make it because they have a defect in the actual sequence of the nucleotides in the DNA. Jusqu'au jour, on sait que les animaux peuvent créer, leur foie peut créer leur propre vitamine C. Mais malheureusement, les êtres humains, ils ont eu pas mal de défauts et pas mal de mutations dans la séquence d'ADN qui est nécessaire dans cette production. C'est pour ça les humains, ils sont déficients, ils ne peuvent pas créer leur propre vitamine C. And in fact, in most of the wild animals, they not only make vitamin C on a regular basis around the clock, along with cortisol released from the liver, they make a lot of vitamin C and release that into the blood in the face of acute infection and acute oxidative stress. Alors, et on sait aussi que les animaux, ils ont non seulement la capacité de créer leur propre vitamine C, mais aussi de créer leur propre cortisol et de le lancer dans le sang quand ils ont besoin, quand il y a des infections aiguës. Par exemple, ils ont cette capacité de créer la vitamine C et le cortisol nécessaire pour attaquer cette infection aiguë. Now I'm going to show you some of the evidence in the scientific literature that indicates the inability of human beings to make vitamin C is not because the sequence of nucleotides in the DNA is missing or in error, but the interpretation, the transcription of those DNA nucleotides is what's the problem. Alors, les êtres humains, ils ont un problème dans la production de la vitamine C, non pas parce qu'ils ont un défaut au niveau de la séquence d'ADN qui est responsable de cette création, mais c'est un problème plutôt de transcription. Because I'll talk about this a little bit more, but you have genetic defects and you have epigenetic defects. Genetic defects means you no longer have the proper sequence of nucleotides coding for a protein in the DNA. And epigenetic means you've somehow lost the ability to transcribe correctly and accurately the RNA that comes from that DNA to make a protein. Alors, professeur Lévy va mentionner la différence entre un défaut génétique et l'épigénétique. Alors, un défaut génétique veut dire il n'y a plus la séquence de nucléotides responsables de la création de la vitamine C n'existe plus. Mais quand on parle d'épigénétique, ça veut dire qu'on n'a plus cette capacité de bien transcrire correctement cette séquence de nucléotides. C'est ça la différence. Alors, professeur Lévy va montrer que c'est plutôt épigénétique. And as we'll see, as we go on, these epigenetic defects, this acquired inability to properly produce a protein from a correct DNA strip, is actually much more common than we think and is almost always acquired after birth. Ce défaut épigénétique, cette capacité qu'on a perdue de produire la protéine de ce brin d'ADN est plutôt acquis après la naissance. And not surprisingly, like we've talked about in other presentations, all damage in the body is caused by oxidation. And all good things in the body are pretty much caused by repair of that oxidation. And so it appears that agents that can target these
sequences that need to be properly read to make a protein end up being oxidized, and we have found agents that are able to repair this. Alors, ce qu'il y a, c'est que on sait, d'après les présentations précédentes, que tout problème, tout qui peut se passer dans le cœur est dû à l'oxydation. Et bien sûr, on utilise des agents pour réparer cette oxydation. La même chose pour cette séquence d'ADN qui n'est plus transcrite d'une manière correcte, elle est attaquée par des agents qui lui ont enlevé cette capacité d'une bonne traduction de la séquence d'ADN. Et professeur Lévy va vous montrer ces agents qui ont mené vers cette problématique de mauvaise transcription de cette séquence d'ADN responsable de la production, de créer la protéine responsable de la production de la vitamine C. And to be specific, the protein that's directly involved in converting glucose into vitamin C is called L-gulonolactone oxidase, abbreviated as GULO, G-U-L-O. And this is the final enzyme in a sequence of 4 enzymes that are needed to make this conversion. All human beings, the first 3 enzymes are in good shape. It's just this 4th enzyme that we have problems with. Dans ce cas-là, on parle la protéine impliquée dans ce processus est la gulonolactone oxydase. C'est l'enzyme finale d'une séquence de 4 enzymes qui sont nécessaires pour convertir le glucose en vitamine C dans le foie humain. Et en général, chez les êtres humains, les 3 enzymes ils sont en bon état, mais c'est surtout la 4e enzyme qui a des problèmes. Now, when I talk about a DNA sequence being read, producing messenger RNA, and then that messenger RNA has a ribosome that rides along it, producing the different amino acids that make the final protein. Professeur Lévy va nous parler de cette séquence d'ADN qui produit l'ARN messager qui permet de produire les aminoacides nécessaires dans cette production de vitamine C. And it might be a little amusing, but you're literally having a ribosome ride along the messenger RNA like a train on a track, producing the protein, and the train encounters a big lump in the track or like a piece of gum on a zipper and stops. When you can get it to jump over that gum and complete the transcription, you can still make the protein, which is what we'll be talking about. Alors, ce qui se passe, c'est que cette séquence nucléotidique, elle est incomplètement transcrite par le ribosome chez la plupart des êtres humains. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la possibilité de surmonter ce défaut-là. C'est pour ça que la transcription n'est pas complète. Et on n'a pas cette possibilité, comme professeur Lévy dit dans cette expression américaine, on n'a pas la possibilité de sauter par-dessus un morceau de chewing-gum sur une fermeture à glissière durant ce processus-là. C'est pour ça que la transcription n'est pas complète. And when you're able to bypass or go over this piece of gum on the zipper, this is referred to in the literature as stop codon read-through. Alors, quand on a la possibilité de surmonter cette
comme on dit, ce défaut-là, dans ce moment-là, on peut vraiment, on parle, alors on peut surmonter ce codon stop qu'on a dans cette séquence. Now we know of some other inherited diseases that pretty much medicine thinks are fixed problems with DNA, are also epigenetic problems with abnormally placed stop codons. And this includes beta thalassemia and cystic fibrosis. Il y a d'autres maladies que la médecine conventionnelle décrit comme étant, c'est des maladies héréditaires et ils sont caractérisés par des codons stop. And these studies also show that there are drugs, in this case, aminoglycosides, that can jump over the piece of gum and restore protein synthesis in the RNA strands and help lessen and sometimes eliminate much of the problems of these inherited diseases. Il y a aussi d'autres médicaments qui peuvent restaurer la synthèse des protéines dans ces maladies génétiques, décrites génétiques comme la thalassémie par exemple. Et ils peuvent aussi restaurer la synthèse des protéines dans les brins d'ARN et éliminer ces problèmes dus à ces maladies héréditaires, comme la thalassémie, par exemple. But of course, it's very important to find agents that have little or no toxicity at all to stop this epigenetic defect, because drugs like aminoglycosides have significant toxicity, and you don't want to take those for extended periods of time or even for life. Il est important de trouver des agents qui ne sont pas toxiques pour résoudre les problèmes de ces maladies héréditaires, parce que malheureusement, les aminoglycosides, ils ont des effets très toxiques, surtout si on les prend sur le long terme, sur de longues périodes. In fact, now, and you see these references that you can go to, there are quite a number of natural and non-toxic molecules that have been discovered which appear to allow jumping over the phenomenon known as stop codon read-through. Heureusement, il y a plusieurs molécules naturelles qui sont non toxiques et qui peuvent, ils peuvent faciliter ils nous facilitent de surmonter ces codons stop. Et on peut trouver plusieurs recherches qui décrivent ça dans les parenthèses. Ces chiffres-là, vous pouvez les faire entrer sur PubMed et accéder directement aux publications scientifiques qui décrivent ces molécules naturelles. And I'll read this directly because it's very important, and that is the concept of acquired epigenetic defects is further supported by infants who are not born with thalassemia, but later develop thalassemia along with the inability to synthesize enough hemoglobin to survive without need for repeated blood transfusions. Ce concept d'anomalie épigénétique acquise, on peut le voir clairement chez les enfants qui naissent normalement, sans développer ces maladies génétiques. Mais plus tard, la maladie de thalassémie et d'autres maladies génétiques, plus tard, ils développent cette incapacité de synthétiser suffisamment d'hémoglobine pour survivre sans avoir recours à des transfusions répétées. Now, in the test tube, resveratrol, a polyphenol in grapes and wine, has actually been found to induce the production of fetal hemoglobin in patients with thalassemia.
Alors, on a prouvé scientifiquement dans les tests, dans les tubes de test in vitro, que le polyphénol resveratrol peut induire la production d'hémoglobine fétale And of course, chez les patients de thalassémie. even though it's not 100%, it was shown that fully 50% of these thalassemia patients completely no longer needed repeat transfusion after resveratrol treatment, indicating the epigenetic defect had been overcome. Mais même si ce n'est pas à 100%, et chez 50% des patients atteints de thalassémie, le resveratrol a complètement éliminé le besoin de ces transfusions répétées, ce qui montre que ce défaut épigénétique de synthèse d'hémoglobine a été résolu. Now, guinea pigs are sort of the animal equivalent of human beings, and they can't make vitamin C as well, but they do have the proper genetic code to make it. They just also don't have the ability to transcribe it into the protein. Alors, les cochons d'Inde qui sont équivalents aux êtres humains, ils ont aussi cette séquence nucléotide qui permet la création de la vitamine C, mais ils ont, comme les êtres humains, un problème dans la transcription de cette séquence-là. However, if you look at these references that I have here, there is a small minority, but nevertheless, animals and people exist among these guinea pigs and people that do actually synthesize vitamin C in their livers. Mais n'empêche qu'il y a une petite minorité de ces cochons d'Inde et aussi des êtres humains qui peuvent synthétiser sa propre vitamine C dans le foie. Et vous pouvez accéder à plus d'informations si vous faites entrer ces chiffres-là dans le lien PubMed pour avoir accès aux références scientifiques qui correspondent à ces informations. It would appear that babies regularly make vitamin C, which would mean it's not a fixed genetic defect, but an epigenetic defect. Apparemment, les bébés peuvent synthétiser leur vitamine C, ce qui montre que ce n'est pas un problème génétique, mais c'est plutôt un problème épigénétique. While in the womb, the baby makes large amounts of vitamin C and ends up with brain levels of vitamin C 400 to 1,000% higher than most adults. Et le fœtus, il a la capacité de fabriquer beaucoup de vitamine C. Il peut arriver à des niveaux cérébraux entre 400 et 1100% plus élevés que chez la plupart des adultes. And similarly, umbilical blood appears to have most of the time 400% more vitamin C than the maternal blood. Et aussi, le pourcentage de vitamine C dans le sang ombilical est 400% supérieur à celui qu'on trouve dans le sang maternel. Some more information on babies indicates that breastfed babies, even though all their nutrition is coming from mama, they maintain blood levels 200% higher of vitamin C than of the mother, and it was not reflective of the vitamin C levels in the breast milk. Il a aussi été constaté que chez les bébés qui sont allaités, ils maintiennent des niveaux de vitamine C très élevés, supérieurs à 200% plus élevés que ceux de la mère. Et ce pourcentage ne représente pas le niveau de vitamine C dans le lait maternel. C'est leur propre vitamine C au bébé allaité.
It's very difficult to imagine how these levels of vitamin C inside the fetus and inside the babies after they're born could be coming from anything other than new synthesis of vitamin C in those very young livers. Il est très difficile d'imaginer une autre source de vitamine C chez ces bébés qui sont allaités par leur mère ou les fœtus, et de dire que d'imaginer d'où vient cette nouvelle vitamine C. Elle vient sûrement de leur propre foie. Elle est synthétisée dans leur propre foie. In children, well beyond infancy, in this particular tribe, Bantu tribe children in South Africa, even though they were taking in an incredibly tiny amount of vitamin C daily, 3 to 8 milligrams per day, the symptoms of scurvy never appeared and were never noted. À part les fœtus et les nouveau-nés, on a aussi des enfants. Un exemple d'enfants qui appartiennent aux tribus Bantou d'Afrique du Sud. Les chercheurs ont montré que malgré leur apport journalier minime de vitamine C d'alentour de 3 à 8 mg par jour, ils n'ont jamais eu de symptômes de scorbut. And in writing the paper, the investigators themselves concluded that the only logical conclusion is to postulate that there is an endogenous or internal production of vitamin C in these children. Alors, pour les chercheurs qui ont écrit un article scientifique sur ces enfants-là, ils sont arrivés à une seule conclusion, c'est que la production de vitamine C chez ces enfants, elle est endogène. Il n'y a pas une autre source, c'est leur propre vitamine C produite par leur propre foie. And let me say, and this is my opinion, I think these Bantu tribe children were effective at making vitamin C because they lived far away from the enormous amount of toxins that we see with children in much more modern civilizations in both food, air, and water. Et professeur Lévy pense que ces enfants-là qui vivent dans ces tribus-là, ils ont cette capacité de créer leur propre vitamine C parce qu'ils vivent très loin des sources de toxines qu'on trouve dans notre monde moderne où nos enfants vivent. C'est pour ça qu'ils ont gardé cette capacité de production de vitamine C. And yes, some adults make vitamin C. They have, in the past, done studies on adults by seeing how long it takes for them to stop spilling vitamin C in the urine and to start developing symptoms of scurvy and vitamin C depletion. Et oui, il y a quelques adultes qui ont gardé cette capacité de production de vitamine C et il y a eu des études qui ont été effectuées sur ces adultes et on était en train de mesurer aussi le niveau de vitamine C dans leur urine pour savoir s'ils avaient un problème de scorbut et ils avaient cette capacité de produire leur propre vitamine C. In one study, an adult female actually continued to show high blood levels even as the vitamin C intake got progressively lower and lower. Et dans une étude, une femme adulte a continué à montrer des taux sanguins élevés de vitamine C, même si la consommation de vitamine C on était en train de la diminuer progressivement. Malgré ça, son taux sanguin a montré un niveau élevé de vitamine C. Another woman went 149 days, almost half a year, without any dietary vitamin C, and she developed no deficiency symptoms at all of vitamin C. Un autre exemple est d'une autre femme qui est restée à peu près 149 jours, presque la moitié d'une année,
sans aucune supplémentation de vitamine C. Et malgré tout ça, elle n'a développé aucun symptôme de carence ou de scorbut. And similar findings to these isolated adults have been seen also in isolated guinea pigs, some of which appear to make normal levels of vitamin C. Ces mêmes résultats, on les a constatés aussi chez certains cochons d'Inde qui ont aussi la capacité de produire de la vitamine C dans leur foie, par leur foie. So to re-emphasize this primary point of genetics versus epigenetics, epigenetics refers to the variable genetic expression due to modifiable factors that can block or impair the accurate transcription of messenger RNA coming from the DNA. Alors, juste pour confirmer cette différence entre épigénétique et génétique, alors l'épigénétique, il fait une référence à l'expression génétique variable secondaire qui est impactée par des facteurs modifiables qui peuvent soit bloquer ou altérer la transcription précise de l'ARN messager. And to boil it down to 4 words, and it's always good to be short and concise, epigenetics means correct code, incorrect translation. Alors, pour décrire ce concept en 4 mots directs, on peut dire que l'épigénétique, c'est quand on a un code correct, mais la traduction, elle est incorrecte. So reflecting on all the studies that we've seen on fetus, babies, children, and adults, it appears certainly that nearly everybody initially has the ability to make vitamin C at a very young age and eventually loses it, presumably due to their unique but unavoidable exposure to the wide range of toxins that we're exposed to on a daily basis around the world. Alors, d'après toutes ces études scientifiques, on peut dire que tout le monde a initialement cette capacité de créer sa propre vitamine C. Mais malheureusement, quand il y a cette exposition aux toxines qu'on a dans ce monde, dans notre monde moderne, on finit par perdre cette capacité de produire de la vitamine C. Now, in a pretty incredible study done in 2017, the polyphenol hydroxytyrosol, which comes from olive leaf extract, was found to double the average levels of vitamin C in healthy volunteer subjects. Dans une étude qui a été effectuée en 2017, on a démontré que le polyphénol hydroxytyrosol avait la capacité de doubler le taux sanguin de vitamine C chez des adultes en bonne santé. And this doubling of concentration persisted because 45 milligrams a day of this polyphenol showed that at 1 month, the levels were doubled, and at 2 months, another test was run and they were still doubled. Et on a aussi constaté que cette quantité de 45 mg d'hydroxytyrosol a fait perdurer dans le temps les taux sanguins de vitamine C de plus de 1 mois, voire même 2 mois. As a result, and it shouldn't come as a surprise, the body-wide effects of hydroxytyrosol administration appear to closely parallel the effects of vitamin C administration.
Et sans aucune surprise, on peut dire que les effets de l'administration de cet hydroxytyrosol sur le corps humain sont similaires aux effets qu'on peut avoir quand on administre de la vitamine C. Now, at the Reardon Clinic, Dr. Ron Honeyhackey ran some additional tests on oral hydroxytyrosol. Il y a d'autres études qui ont été aussi publiées par Dr. Ronnie Hackey qui montrent aussi ces niveaux sanguins de vitamine C après l'administration de l'hydroxytyrosol par voie orale. In 5 volunteers, they were given 50 milligrams of hydroxytyrosol a day. And after only a week, depending on the person, the blood level of vitamin C was up between 50% and 200%. Alors, on a donné l'hydroxytyrosol chez 5 patients et on a constaté que le taux de sanguin de cette vitamine C était entre 50% et 200% chez ces volontaires pendant seulement une semaine. Not surprising, the lowest levels of vitamin C showed the most profound response in one smoker who had quite a depressed vitamin C level at the start, got a dramatic increase in the vitamin C level on the hydroxytyrosol. Alors, pour un de ces volontaires qui était un fumeur qui fumait beaucoup, au début, il avait des taux de vitamine C très faibles. Mais grâce à cet hydroxytyrosol, le taux sanguin de vitamine C a augmenté d'une manière spectaculaire. And this is very important. In 4 of 5 volunteers, a clear-cut elevation of blood vitamin C was seen the day after the first dose. Et un point important à mentionner, c'est que chez 4 volontaires sur 5 de ces volontaires, une nette élévation de la vitamine C sanguine a été observée juste le lendemain de la première dose. And this is important because even though my recommendation to anybody who wants my recommendations is that you should be on hydroxytyrosol, basically a quality olive leaf extract product for life, if you don't have the inclination to do that, or it's too expensive for you, you should still have a bottle around because it appears that you can cause a quick response of vitamin C synthesis very quickly, and this can help you get over acute infectious syndromes. Alors, professeur Lévy conseille il recommande qu'on prenne l'hydroxytyrosol à partir des feuilles d'olivier à vie. C'est vrai que ça peut être économiquement cher, mais ce polyphénol, l'hydroxytyrosol, il a la capacité de produire une réponse rapide dans la production de la vitamine C dans le corps. And it also appears that the vitamin C blood levels stayed elevated in this particular case for a full 10 days after the 2-week administration of the hydroxytyrosol. Dans cette étude de ces 5 volontaires, on a aussi constaté que les taux sanguins de la vitamine C, ils sont restés élevés après l'arrêt de l'hydroxytyrosol pendant 10 jours, après les 2 semaines d'administration de cette étude scientifique. Now, although we don't have the studies to show it,
I seriously doubt that taking hydroxytyrosol and then stopping it is going to give you a lifelong result of increased vitamin C synthesis, because whatever caused the epigenetic defect, whatever toxins that you faced are going to continue. So it's my impression, without further studies, that the hydroxytyrosol in the form of olive leaf extract should be taken for life for this incredible benefit of starting vitamin C synthesis again. Malgré que dans cette étude, on a montré que le taux de vitamine C est resté élevé même après l'arrêt de l'hydroxytyrosol, professeur Lee pense, même sans faire d'études scientifiques, qu'il est préférable de continuer de prendre l'hydroxytyrosol sous forme d'extrait de feuilles d'olive, parce qu'on est toujours en exposition permanente des toxines dans notre monde. Alors, il suggère de toujours prendre l'hydroxytyrosol pour bénéficier et pour avoir cette capacité de production de vitamine C qui perdure dans le temps. Now, two people, namely Dr. Honeyhackey and myself, who had been taking hydroxytyrosol for some time, we decided to see whether a large dose of toxin, which is going to use up vitamin C and depress the levels, what that would do inside us, assuming that our livers were able to respond to that toxin and start making more vitamin C rather than less. Alors, Dr. Honeyhackey et professeur Levy, ça fait un bon bout de temps qu'ils prenaient l'hydroxytyrosol. Alors, ils ont décidé de voir et de tester ce que l'hydroxytyrosol peut faire, même si dans le cas où le taux de vitamine C il est très bas, et même si le foie a cette capacité de produire une certaine quantité de vitamine C. So we were all set up to get vitamin C blood levels drawn. After a large amount of alcohol was ingested, blood levels were taken, and they initially showed a severe depression, which meant the alcohol was metabolizing the vitamin C, but it was rapidly followed by a large rise in vitamin C that stayed high for nearly 18 hours after the alcohol ingestion. Alors, Dr. Honeyhackey et professeur Levy, ils ont entamé une expérience où ils ont décidé de prendre des quantités suffisantes d'alcool pour entrer dans cet état d'ébriété. Et au début, bien sûr, l'alcool, comme étant toxine, a consommé la vitamine C qui existait déjà. Mais grâce à l'hydroxytyrosol, on a constaté que le taux de vitamine C sanguin a commencé à augmenter, malgré leur état d'ébriété et la présence de ce facteur oxydant qui est l'alcool. Et ils ont pu constater que les résultats et que le taux de vitamine C est resté élevé pendant près de 18 heures après l'ingestion de l'alcool. Remember that vitamin C is not stored in the body. And if your liver cannot make vitamin C, then when you're exposed to a toxin, all it does is drop the vitamin C until you take more vitamin C orally. On sait bien sûr que la vitamine C n'est pas stockée dans le corps humain. Et bien sûr, dans une situation normale, quand il y a exposition à une toxine, normalement, il ne doit pas y avoir de rebondissement dans le taux des vitamines C, sauf si on décide d'administrer et de prendre de la vitamine C.
I'll show you on the graph on the next slide that the vitamin C level rise was quite significant, and it persisted for 18 hours. And the next morning, both Dr. Honey Hackey and I felt not just good, but we felt particularly good, which would be consistent with having even more vitamin C in our body than normal. Dans les graphes que le professeur Lévy va vous montrer dans les diapositives à venir, il va vous montrer que la vitamine C, le taux de vitamine C est resté élevé pendant plus de 18 heures, et même Dr. Hackey et professeur Lévy, le lendemain, ils se sentaient très bien, ils n'avaient aucun problème, et ce qui montre qu'ils avaient même un excès de vitamine C dans leur corps. And on this slide, alcohol is in blue, alcohol blood level is in blue, vitamin C blood level is in red. Alors, dans ce graphe, le taux d'alcool dans le sang est représenté par la ligne bleue, et le taux de vitamine C est représenté par la ligne rouge. And just like we noted, the immediate effect in both Dr. Honey Hackey and myself was a quick and massive drop of vitamin C as the alcohol reached peak levels. Just the opposite occurred with a little more time, as the liver realized, if you will, that the toxin was present, and then started making more vitamin C, which caused the red line to go up while the blue line went down. Alors, dans ces graphes-là, on peut constater que après la consommation de l'alcool, il y a eu une réduction immédiate du taux de vitamine C dans le sang. Dans ce cas-là, le foie, face à cette exposition d'éléments oxydants, le foie a commencé à produire sa propre vitamine C. C'est pour ça qu'on constate un rebondissement dans le taux de vitamine C sanguin. Now, the short and long-term health benefits of this cannot be overemphasized. Et bien sûr, on ne cessera pas de préciser et de dire les bienfaits énormes, soit au court terme ou au long terme de cette consommation d'hydroxytyrosol. Et c'est bien fait sur la production de la vitamine C par le foie. There is no medical condition or disease, no matter how well it's being treated, that will not be even better treated when the liver is making vitamin C on demand with increased amounts when there's more oxidation and more infection present in the body. Il n'y a pas meilleur traitement, même si on peut appliquer tous les bons traitements, les excellents traitements à n'importe quelle condition médicale, il n'y a pas meilleur traitement que quand le foie reprend sa capacité de produire la vitamine C quand il y a une exposition à une infection aiguë ou à une toxine. Now, as I said, many different animals can make their vitamin C. A goat, about the size of an average human being, can make 13 grams, 13,000 milligrams of vitamin C a day. Et comme on l'a dit, beaucoup d'animaux ont cette capacité de créer leur propre vitamine C, comme par exemple les chèvres. Par exemple, une chèvre qui pèse à peu près le même poids qu'un être humain, elle peut produire à peu près 13 000 mg de vitamine C par jour. Now remember, if your liver is making 13,000 milligrams of vitamin C per day and releasing it directly into your bloodstream, this is not remotely
approached by taking 13,000 milligrams of vitamin C orally because of absorption problems and many other problems. You would have to take a much, much, much larger dose of vitamin C orally to even come close to what you can achieve when it's being directly released into the blood. Et on ne peut en aucun cas comparer cette production directe par le foie de la vitamine C avec ce qu'on peut ingester par voie orale, par exemple, de vitamine C. Parce que si on veut que le taux sanguin de la vitamine C atteigne ce taux-là de 13 000 mg, soyez sûr qu'on aura besoin d'administrer plus de vitamine C pour arriver à ce taux-là de 13 000 mg sanguin. Now, I want to address the incredible synergism between the two most powerful and naturally occurring anti-inflammatory agents in your body, vitamin C and cortisol. Maintenant, professeur Lévy va parler de cette relation synergétique entre la vitamine C et le cortisol, qui sont des agents anti-inflammatoires très puissants. If your liver is working correctly, like it is in the wild animals or in a human who has overcome the epigenetic defect, two things happen when you have a large amount of infection or oxidative stress in the blood. Alors, si votre foie fonctionne correctement, soit dans les animaux qui ont cette capacité de produire la vitamine C, ou des êtres humains qui ont eu cette possibilité et cette capacité de dépasser ce défaut épigénétique, il y a toujours deux éléments qui sont très puissants et qui peuvent vous aider pour combattre toutes les infections que vous pouvez être exposés. The presence of large amounts of oxidative stress in the blood causes the simultaneous release of large amounts of cortisol from the adrenal glands, while the liver is releasing large amounts of vitamin C into the blood. Alors, des taux de stress oxydatif très élevés, automatiquement, ils mènent vers, chez l'être humain, ils mènent vers une libération énorme du cortisol, des glandes surrénales. Et le foie, et dans ce cas-là, il commence à synthétiser de la vitamine C quand il a cette capacité. And remember that the liver is making vitamin C from glucose. So this is allowing your body to use up glucose stores properly rather than let them stay elevated and cause long-term diabetic and other sugar storage problems. Et bien sûr, le foie, dans sa production de vitamine C, il est en train d'utiliser le glucose, ce qui permet d'atténuer le taux de glucose dans le corps et éviter d'avoir des cas de diabète. Now, this is especially important, and I don't have time to go into it in detail, but it would appear that a primary role of cortisol, maybe the primary role of cortisol, is to force the uptake of vitamin C into the cells of the body. Alors, on peut dire que la fonction la plus importante du cortisol est de distribuer cette vitamine C dans les cellules du corps. This means that anything that can cause the human liver to start making its own vitamin C results in a significant increase in intracellular vitamin C levels throughout the body,
because the cortisol is being released from the adrenal glands at the same time. Alors, cela veut dire que ce qui peut amener le foie humain à produire sa propre vitamine C, et c'est aussi, quand on a en parallèle la production du cortisol par les glandes surrénales qui ont cette possibilité et la capacité de distribuer cette vitamine C dans les cellules du corps. So to give it a little bit of a sequence here, this is what should happen when your liver is making vitamin C. Ici, professeur Lévy va vous décrire ce qui doit se passer quand le foie commence à produire de la vitamine C. The new blood toxins result in both vitamin C and cortisol release, which immediately causes a massive increase in the cellular uptake of vitamin C throughout the body. Alors, toute nouvelle toxine sanguine automatiquement entraîne une libération encore énorme de vitamine C et de cortisol, avec bien sûr une absorption cellulaire accrue de cette vitamine C grâce au cortisol. And interestingly enough, the cortisol also provokes new glucose production, which allows it to further feed and sustain the ability of the liver to make more vitamin C. Et le cortisol, bien sûr, mène vers provoque plutôt la production de glucose qui est provoquée par le cortisol. Maintenant, elle est encore plus énorme pour soutenir encore plus davantage la synthèse de vitamine C. And remember, just like it worked in Dr. Honey Hackey and myself, this increase in vitamin C synthesis and it's being pushed into the cell by the cortisol continues until the oxidative insult has been completely neutralized. In our case, the vitamin C level stayed up for 18 hours and even had us feeling better than normal before it came back down again. Et bien sûr, ce processus continue, cette augmentation dans la production de la vitamine C qui est poussée dans les cellules par le cortisol, elle est continue jusqu'à ce que cette infection n'existe plus. Elle est détruite. Now, some very important points here. And I have a lot of information on this, but it's beyond the time that we have here. Infections of all variety occur because cellular levels of vitamin C have dropped too low. Professeur Lévy, dû aux limitations de temps, il n'a pas beaucoup de temps pour vous présenter toutes les recherches scientifiques dans ce sujet, mais il peut vous dire que, en général, les infections se produisent parce que les niveaux cellulaires de vitamine C en général ont chuté trop bas, ils sont minimes. In patients that have little or no adrenal function, meaning they can't make cortisol, the primary concern is life-threatening infection because there's nothing available to push the vitamin C into the cells. Alors, chez les patients qui souffrent d'insuffisance surrénalienne, leur préoccupation principale est l'infection qui peut potentiellement être mortelle. Car malheureusement, il n'y a pas d'élément, notamment ici dans ce cas-là, le cortisol qui peut pousser la vitamine C dans les cellules. Now, it's well established that all patients develop sex hormone deficiencies, they develop thyroid hormone deficiencies, and guess what? Most of them develop a mild
to moderate to severe degree of cortisol deficiency as well. Alors, on sait que plusieurs patients, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient plus jeunes, souffrent de déficiences en hormones sexuelles et thyroïdiennes, mais aussi ils développent une grande carence, et c'est dû aussi par une grande carence en cortisol. Phrased a different way, it's not normal to get a cold or the flu, or even COVID for that matter, and keep it for more than 24 hours if you're making enough cortisol and if you're making enough vitamin C. Il est aussi anormal qu'un rhume ou qu'une grippe ou même Covid, que ces éléments perdurent dans le temps si vous produisez assez de vitamine C et des quantités aussi suffisantes de cortisol. If you keep a cold or flu or COVID for days to weeks, you are cortisol and vitamin C deficient. Alors, si vous développez, si le rhume ou la grippe ou même le Covid perdure dans le temps, cela veut dire que vous souffrez d'une insuffisance en cortisol et une insuffisance en vitamine C. And here are two articles I've written on this that go into a lot more detail on this interaction and synergy between vitamin C and cortisol. Et voilà des liens de deux articles que le professeur Lévy a écrits qui parlent plus amplement de cette synergie entre la vitamine C et le cortisol. So with regard to hydroxytyrosol, you generally want to get yourself in a dose level of 45 to 50 milligrams daily. En ce qui concerne l'hydroxytyrosol, vous avez besoin de prendre entre 45 et 50 mg par jour. The best known source of hydroxytyrosol is olive leaf, and to a much lesser extent, olive oil. La meilleure source naturelle d'hydroxytyrosol est la feuille d'olivier et un peu moins l'huile d'olive. Of note, hydroxytyrosol, in addition to the effect it appears to have on allowing the synthesis of vitamin C in the liver, it's also by itself also an extremely powerful antioxidant. Alors, en plus de sa capacité à stimuler la synthèse de la vitamine C dans le foie chez l'homme, l'hydroxytyrosol est en lui-même un antioxydant très puissant. Olive leaf, and I plan on doing much more research on this, also has an incredibly large number of highly beneficial substances in it, including two substances known as oleuropein and tyrosol. La feuille d'olivier, et professeur Lévy, il planifie de faire plus de recherches dans ce sujet concernant la feuille d'olivier. Elle contient, à part l'hydroxytyrosol, elle contient d'autres éléments, d'autres polyphénols, comme deux éléments, à savoir l'oleuropéine et le tyrosol. So at this point in time, my advice is to take an olive leaf extract supplement that can give you 45 to 50 milligrams of hydroxytyrosol a day or more, but to take the whole extract. It's incredible. And there's a very large amount of literature talking about the benefits of olive leaf extract for just about every condition under the sun. Alors,
Professeur Lévy conseille de prendre l'extrait de feuilles d'olivier qui contient entre 45 et 50 mg d'hydroxytyrosol par jour ou plus. Et de prendre bien sûr tout l'extrait. Et parce qu'il y a plusieurs recherches scientifiques qui démontrent les bénéfices énormes du feuille d'olivier dans le traitement de plusieurs maladies. Some sensitive stomachs require that it be taken with a meal, but most people are not that sensitive. Bon, pour les gens qui ont un estomac sensible, c'est vrai, il leur conseille de prendre les feuilles d'olivier avec un repas, mais en général, les gens ils peuvent la prendre à jeun s'ils veulent. I've long talked about what I consider the four most important supplements, which are magnesium, vitamin D2, vitamin C, and vitamin K2. Professeur Lévy a toujours parlé des 4 éléments importants, à savoir le magnésium, vitamine D2, vitamine C et la A2. I would wholeheartedly add to that list olive leaf extract as being something you should never go without taking if you have availability and if it's not too expensive for you, because its health benefits, in addition to what it does to vitamin C synthesis, are truly extraordinary. Professeur Lévy, maintenant, il peut ajouter avec une grande confiance aussi l'extrait de feuilles d'olivier, bien sûr, si elle est disponible et si elle n'est pas chère, parce qu'elle a des bienfaits sur la santé énormes, à part sa capacité de rendre le foie capable de produire sa vitamine C, elle a aussi des bienfaits sur plusieurs maladies. And that's it. Et voilà. There we go. Thank you for this. Thank you very much, Professor. For me, it's an amazing conference. We have chance to be here today to listen to this, I can say, a new way in good health by using olive leaf and. I'll be back in 1 minute. Le professeur Lévy va revenir dans 1 minute. Docteur Ilyas aussi est parti. Ah, ben, In the same time. il y a un problème de connexion. Same time, oui. Ah, je vais en profiter pour ouvrir les micros. Permettre aux participants de réactiver leur micro. C'est OK. Alors, vous savez qu'il y a there is the female olive tree and a male olive tree. What are they the same? Okay. We don't Professeur hear you, Lévy, Dr. son Tom. micro n'est pas activé. The microphone, please.
He needs to activate his microphone. Oh. Professor Levy? Okay, okay, sorry. Okay. I'm just really getting Okay, into my sir. olive leaf research now. And I am that's here. very interesting. I had no idea there was male and female trees. That's I would hazard a guess from the literature that I've read already is I've never seen an article on olive leaf harvesting that differentiated an important difference between a male versus a female tree. So I would think it's not important, but I can't say so for sure. Thank you. Madame Bussolini posait la question par rapport à est-ce qu'il y avait une différence entre l'arbre de pied femelle ou mâle. Est-ce qu'il y avait une différence? Alors, selon professeur Lévy et selon tout ce qu'il a vu dans la littérature scientifique, il n'a pas vu un article qui décrit une différence importante entre les deux. Alors, il n'est pas 100% sûr, mais il dit qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'arbre d'olivier femelle ou mâle. On va essayer de prendre quelques questions du chat en attendant de voir des mains levées. Now, we're not talking about olive trees that identify as male or female, right? That's a little joke. Yeah. I got a question. Question? Is there a difference in the developmental stage for preparation of the extract from the leaves? Because you know how microgreens, they have the great nutrient density with harvesting the olive leaves. Well, again, I'm just beginning my research into this, but one of the things that does jump out is the maturation of the tree and the fruit and the leaves does make a big difference in content. So those are factors. I can't tell you which one factors in how, but yes, that's an important factor. I know a olive tree farmer right here in Central Florida. So I figure maybe I'll just talk to him. Just let me know if you have interest. Okay. Thomas, I have used the olive leaf extract from barleys, and it's excellent. At the onset of a cold in people is amazing how it will convert vitamin C in the body. I don't know if you caught what I said at the end is I put it down in my top 5 supplements and everybody should take it. Magnesium, vitamin C, vitamin D, vitamin K, and olive leaf, and then whatever else you want is fine. But those should be in it for everybody. I'm just blown away by what quality olive leaf extract does for every part of your body and every medical condition imaginable, above and beyond what it appears to do to vitamin C synthesis. Excellent. Well, I'll let you, I'm going to go again, but thank you for the lecture. Take care, guys. Thank you. Can you translate? Alors, pour la première question, on demandait s'il y avait une différence dans la préparation de cet extrait de feuilles d'olivier. Alors, professeur Lévy, il a dit bien sûr qu'il y a des facteurs qui peuvent impacter ça, notamment la maturation de l'arbre, la qualité du fruit, de la feuille. Ils ont un impact sur l'extrait qu'on a à la fin. Et pour la deuxième, on a, je ne sais pas, le deuxième intervenant, c'était qui exactement, mais il a dit qu'il prenait régulièrement ces feuilles d'olivier s'il a un rhume et qu'ils étaient excellentes pour le rhume. Et bien sûr, professeur Lévy a dit que c'est pour ça il a ajouté l'extrait de feuilles d'olivier à la liste des suppléments élémentaires comme la vitamine K, D, magnésium, parce que ces bienfaits dépassent l'activation de la synthèse de vitamine C. L'extrait de feuilles d'olivier, il a des bienfaits énormes sur plusieurs maladies.
Merci Esma. Pour enchaîner, je vais lire la question de Ralmazi. Est-ce qu'on peut prendre les feuilles d'olivier fraîches? Si oui, comment? Et la quantité pour avoir les 50 grammes d'hydroxytyrosol? There is a question, 50 Professor Levy, nanogrammes. about if we can milligram, right? Professor Levy, someone was asking about taking fresh olive leaves. Can we take fresh olive leaves? And if so, how can we get this 50 milligrams that we should take daily from fresh olive leaves, not the supplement that we find on the stores? Well, if you go online or go to different places where you can order olive leaf, you'll see there's a wide variety amongst preparations, potencies, and all of that. So you need to read your labels and try to get something that's as quality as possible, that has a high content of hydroxytyrosol. And I saw another question, amazingly enough, is in French, but I think I understood it. They're asking about olive leaf extract in cancer. And this is just a very general guideline. Do not consider this to be some sort of set protocol, but for something like that, it's good to be taken something on the order of 3 grams of olive leaf extract a day, like 2 500 milligram capsules 3 times a day. That would be a good dose. But that doesn't mean you can't take less. That doesn't mean you can't take more. Ironically enough, and pleasantly enough, right along with vitamin C, ironically enough, no known toxicity level of oral olive leaf extract has been established. Yeah, Professor Levy, the question was about taking the concrete, not the supplement, but the concrete leaves. I was looking at this. There was this. a question about what about. Yeah, I don't know. yeah. I don't know It's how you similar, would. but I don't know how you would approach the unprocessed leaves. That's concrete. beyond me. I don't know. Okay. Alors, pour la question concernant les feuilles d'olivier, comment peut-on prendre les feuilles d'olivier et extraire 50 mg? Professeur Lévy dit qu'il n'a pas d'informations par rapport à comment procéder avec des feuilles d'olivier fraîches. Mais il donne ses recommandations par rapport à comment choisir un supplément d'extrait de feuilles d'olivier. Il doit être de bonne qualité parce qu'il y a une grande variété dans le marché et il doit bien sûr contenir un dosage élevé d'hydroxytyrosol. Et dans le chat, il a vu une question par rapport à l'utilisation de l'hydroxytyrosol dans le cas d'un cancer. Alors, il dit qu'il conseillerait de prendre 3 grammes par jour ou 2500 mg 3 fois par jour. Et bien sûr, il n'y a pas de dose, une dose énorme ou moindre parce que l'extrait de feuilles d'olivier, il n'a pas de toxicité. On peut en prendre la quantité qu'on veut sans atteindre aucune toxicité. Let me also say, Asma, there's a little book out there published in 1997 entitled Olive Leaf Extract, written by Morton Walker. And olive leaf extract. Okay. Olive leaf extract written by Morton Walker. And it's a treasure trove of data. And also in reference to what the person just asked about, I do believe it talks about taking olive leaves directly and making teas out of them. So there are a lot of different ways. You can have olive leaf extract as a cream for dermatological reasons. There are many different ways to apply this. They even talk about, in this particular case, he didn't say nebulization, but he talked about nasal irrigations for dealing with viral syndromes, and very likely, I would think, for the same reasons, COVID. So I believe I do not yet have this track record, and I have not yet used it, although I've ordered it. I plan on trying some olive leaf extract liquid in drops to add to nebulization. But that's just what I plan to do for myself.
I'm in no position to Interesting. recommend it one way or another now. I'm just saying it presents a very interesting possibility. Professeur Lévy recommande pour les gens qui posaient la question par rapport à l'utilisation de ces feuilles d'olivier fraîches, il dit qu'il y a un livre qui parle de comment utiliser ces feuilles d'olivier à plusieurs formes. Il s'appelle, c'est un livre en anglais qui a été publié en 1997. Il s'appelle Olive Leaf Extract de Martin Walker. Et dans ce livre-là, il parle de comment prendre ces feuilles d'olivier sous forme de tisane, comment les utiliser sous forme de crème pour des raisons dermatologiques. Il parle aussi de comment utiliser l'extrait de feuilles d'olive sous forme de liquide et l'utiliser sous forme pour l'inhaler. Professeur Lévy, il a commandé ce liquide de feuilles d'olivier et il planifie de l'utiliser dans son processus de nébulisation. Ça, c'est juste son expérience personnelle. Il ne recommande pas ça au public, mais il planifie d'expérimenter les feuilles d'olivier liquides dans le processus de nébulisation. Très bien, merci. Another question. Une question de Hanifa. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai deux questions. Alors la première, c'est l'action de l'extrait de feuilles d'olivier dans les métastases hépatiques. Et puis la deuxième, bon, c'est une question plutôt personnelle. Je vais essayer de la poser en anglais à monsieur le professeur Lévy. Voilà. Alors, excuse me, Professor, I don't speak English very well, but it's very important for me to have your opinion about a family disease that has no treatment. It's an orphan disease which is named Rendu-Osler disease. It consists of capillary fragility without coagulation disorder. This disease manifests itself through important epistaxis, which leads to chronic anemia, collapse of ferritin, hepatic and cardiac complication. I want to know if vitamin C or other vitamins have their place in this treatment, in the treatment of this disease. Thank you. Voilà, c'est ça. Any bleeding disorder, epistaxis, bruising, is nearly always a result of a severe vitamin C deficiency. Anybody with any disease, genetic or otherwise, needs all of the vitamins and minerals we talk about even more than somebody that doesn't have it. So I don't think there's a contraindication for anybody to take good supplements and good nutrients. And having said that, I'm not familiar with treating this disease in particular, but I would certainly see not only what vitamin C does for this individual, but also vitamin C as a trial and to see how it works. Vitamin C combined with cortisol, as I discussed in the articles that I cited in my lecture, though I would refer you to go to those and get more information. But when you can take vitamin C and cortisol together, you can get some incredible benefits that you don't see with either one by itself. Alors, je vais traduire premièrement la deuxième question de Dr Hanifa Brahimi par rapport à la maladie qu'elle a décrite. Alors, professeur Lévy dit que tous ces problèmes qui sont liés, problèmes de santé qui sont liés aux problèmes de coagulation, ils sont bien sûr causés. Problème de coagulation. Il n'y a pas de problème de coagulation dans cette maladie. Il y a un problème de fragilité capillaire. La coagulation se fait, mais elle se fait lentement, c'est-à-dire elle existe, mais la fragilité capillaire donne des saignements qui sont très, très difficiles à résorber, très, très difficiles. Mais il y a la coagulation, le facteur de coagulation existe.
C'est Mhm. surtout la fragilité et il n'y a pas de traitement, c'est ça. Ouais, exactement, voilà. Quand il y a des problèmes de saignement, il a dit que c'est dû en général à une carence énorme en vitamine C. Alors, il suggère que vous pouvez essayer l'introduction de la vitamine C en combinaison avec le cortisol. Ok. Et voir que, oui, parce qu'en général, ça a des résultats bénéfiques et voir ce qui en résulte. Parce que, comme il dit, il n'y a pas de contre-indication pour prendre tout type de vitamines et une alimentation bénéfique. Alors, il dit que vitamine C et le cortisol peut avoir un résultat bénéfique dans ce cas-là, mais aussi, on peut aussi prendre tous les vitamines et les suppléments dont le corps a besoin. Est-ce que je peux avoir la quantité, s'il vous plaît, De tous de ces vitamine vitamines-là ou cortisol par du jour? cortisol? Ok, je vais lui poser la Vitamine question. C aussi. Parce qu'en général, vitamine C, c'est par des doses personnalisées. Mais je vais demander. Oui, je sais, mais D'accord. lui, parce D'accord, que là, d'accord, déjà, ok. il y a une prise quotidienne de 4 grammes, mais bon, c'est pas suffisant, certainement. D'accord. D'accord. Professor Levy, Dr. Brahimi was asking about the dosage of vitamin C and cortisol in this case. She was saying that the daily intake of vitamin C so far is 4 grams. She believes that this is really low, but she was asking about the specific dosages for cortisol and vitamin C in this case. I can't give specific dosages. This involves clinical adjustment to see how one dose works, the effect that it has. So there's not a set dosage. But what we're talking about is replacement dosages for the adrenals not working sufficiently. We're not talking about steroid therapy like prednisone and methylprednisolone and all the problems that you get in. We're talking about just like when you're estrogen or testosterone deficient or thyroid deficient, you take enough to correct the deficiency. So here you take enough, which is a clinical decision, to get an optimal effect by adding the cortisol to the vitamin C. And this again is discussed in much more detail in the articles that I linked to in the presentation. Dr. Brahimi, professeur Lévy dit qu'il n'y a pas un dosage spécifique. Ça reste, c'est une décision clinique. Il faut donner des doses et attendre de voir le résultat. Il n'y a pas une dose spécifique. Ça reste toujours une décision clinique, mais il faut donner la dose suffisante pour sortir de cet état de déficience. Et il dit aussi qu'il y a plus d'informations dans les articles qu'il a mentionnés dans sa présentation. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie. Il vous reste la première question. Oui, voilà, le stase hépatique. Oui. Voilà. Professor Levy, Dr. Brahimi was asking also about how the extract of olive leaves can be effective in dealing with hepatic metastasis. Voilà. Well, there's a large amount of literature. I would say you go to PubMed, type in olive leaf cancer, and you'll see that there's an enormous amount of research on this, both in vitro, in vivo with animals, and in clinical studies with humans. And the olive leaf extract, virtually in all of the studies, is profoundly positive in improving, slowing down, and sometimes reversing cancer. So I can't tell you that specific cancer, but I can tell you that as a general agent, it's very powerful as a adjunctive anti-cancer agent, certainly. Alors, pour le cas des cancers, professeur Lévy dit que sur le lien de PubMed, il y a plusieurs recherches scientifiques qui ont été publiées et qui décrivent plus amplement les résultats bénéfiques qu'on peut avoir dans les cas de cancer. Il suffit juste d'écrire olive leaf cancer dans
moteur de recherche de PubMed. Et en général, il dit que l'extrait de feuilles d'olivier a des résultats spectaculaires sur l'amélioration d'état des maladies cancéreuses et même dans des cas, il peut même renverser certains cancers. En général, l'extrait de feuilles d'olivier est très puissant dans ces cas-là de cancer. OK, merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Je vous en prie. Je vais prendre quelques questions du chat en attendant que quelqu'un lève la main. Les questions sur... C'est à propos de l'infusion. Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Oui. Il y en avait 2 ou 3 questions sur l'infusion, les tisanes, les proportions d'hydroxycortisol. Est-ce qu'on prend les feuilles fraîches ou bien en tisane, ou bien est-ce qu'il est préférable de les prendre en gélule? Voilà. Professor Levy, there was a question about olive leaves. Are they really beneficial in form of infusions, or is it preferable to take them as a supplement, which is more effective, the infusions through olive leaves or the supplements? And they were also asking about the required quantity of those olive leaves. I don't know for a fact whether there's any olive leaf preparation that can be given intravenously. I just don't know. Perhaps there are some papers out there that discuss this. I'm not aware of them, but certainly there can be different infusions of some of the different compounds inside olive leaf, probably hydroxytyrosol, but I've not seen that given intravenously as well. Again, not to say that it can't be done. I'm just not aware of it. So, what was the second part of the question? Now, they were asking about which is better. You gave us a really good point, but they were asking about the taking olive leaves in forms of tisane. Which is better, the form of tisane or taking them as supplements? Tisane, supplements or what? Infusions. Infusions. Okay. Infusions. Again, like I said, I don't know if it's being given as an infusion or not. So everything I'm talking about is with oral olive leaf extract. Okay. Professeur Levy, alors par rapport à la question qui demandait si quel est le format le plus bénéfique? Est-ce que les feuilles d'olivier en forme d'infusion ou les feuilles d'olivier en forme de supplément? Alors, pour professeur Levy, il a plus d'informations par rapport au supplément, mais cela n'empêche pas que les autres formats d'ingestion ou d'administration des feuilles d'olivier, soit par voie intraveineuse ou tout autre format, a aussi un impact bénéfique. Mais il n'a pas des informations spécifiques par rapport aux autres formats. Sa présentation et sa recherche étaient plutôt concernées par rapport à la forme d'hydroxytyrosol sous forme de supplément. D'accord. Voilà. Les amis, si j'ai oublié une question à poser, levez la main. Et il faut juste préciser qu'en parlant d'infusion, c'est pas la voie intraveineuse. It's like tea when you use hot water with olive leaves. There is same good effect or not? As far as I know, the teas made from olive leaf are very good. I suspect it's a matter of dosage, you know, just like when you nebulize something, you're taking in a much smaller amount.
I don't know that one would be better than the other. I suspect the oral would be better because I think you'd be taking a larger amount of the substances, but I don't know. Et par rapport à prendre les feuilles d'olivier en forme de thé, professeur Lévy, il dit c'est bien, ça pourrait avoir des résultats bénéfiques, mais il n'a pas d'informations par rapport au dosage. Pour lui, prendre l'extrait de feuilles d'olivier par voie orale, il est bénéfique parce qu'on peut prendre de grandes quantités. Let me say this too, Asma. I saw a little question that's asked about what kind of cortisol. Cortisol given as a prescription is hydrocortisone, okay? And that's all we're talking about. We're not talking about prednisone or dexamethasone or methylprednisolone or any of the other synthetic, prescribed, super powerful, way beyond physiological need type steroids. We're talking about cortisol only, which in prescription form is hydrocortisone. Okay. Professeur Lévy, quand il parle de cortisol, il dit que c'est l'hydrocortisol. Il ne parle pas des types de cortisol synthétique qui dépassent les capacités physiologiques du corps humain. Il parle notamment du cortisol l'hydrocortisol. Naturel, pas les médicaments. Naturel, ouais. Question de Nadia? Yeah, I would like to know if there has been any studies done if we take into account the mental health, like for depressed people, because we know people in inner peace, they normally get less sick, and is there any, were there any studies, in that? I'm in the process of reviewing this, but I don't think there's any medical condition that olive leaf extract does not improve. Now, to the degree that it does it, that's another question, but just like being able to synthesize more vitamin C, if it can do that, it's going to make everything better regardless. And in the neurological system, your neurons, when they're healthy, contain the highest concentrations of vitamin C anywhere in your body, 100-fold more than the surrounding extracellular fluid and plasma. So no, it's critical for any sort of mental or psychiatric disorder, and I would be surprised. Like I said, there are many studies I haven't looked at yet, but I think they've all been done. Okay, thank you. Sure. Asma? Merci Nadia. Too much. Sebastian, oops. Asma? Asma, are you here? She's gone. Uh-oh. She got tired. She got disconnected. Yeah, maybe so. Donc, la forme en infusion n'est pas évaluable. Donc, il vaut mieux se référer à la forme en capsule de feuilles d'olivier. Et pour ce qui est des différents types de cortisone, bon, bien sûr, il faut que la prise soit adaptée et courte, donc de moins d'une semaine. Et il y a plusieurs formes de cortisol, donc ça varie d'une indication à une autre. Mais il faut savoir maintenant, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est que on a la vitamine C, mais on a également l'hydroxytyrosol. Et donc, à partir des feuilles d'olivier, on peut synthétiser nous-mêmes notre propre vitamine C. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis quand, Maha? Depuis décembre. C'était en novembre.
Décembre, c'est ça? Oui. Et Décembre, donc, voilà. Et donc, je ne consomme pas de vitamine C. Je consomme des feuilles d'olivier en capsule. Ça existe en pharmacie en Algérie. Et je produis ma propre vitamine C. Et vous avez dû le remarquer de vous-même, voilà, quotidiennement. So, Professor Thomas, I say that I took from the December olive leaves and I have good results with it in capsules. And I think it's amazing thing. For that, your conference is like a new way for the original medicine to take what the body needs and to keep the body making the best for us. Absolutely, Ilyas, absolutely. Yes. And for that, this conference, I think, it is the century conference. La conférence du siècle. Et ceux qui sont présents sont des élus de Dieu. Voilà. Who are present are had a great chance to be here today to know about this because I say Dr. Hugh Riordan, as you know, and it's never like before. Absolutely. Absolutely. So thank you very much. Can I amazing. Yes, Maha. can I add a last question from Yes. Asma Yendel Yes. about the combination? Asma, are you here to translate? Yes, I'm sorry, I don't know what's happened. Voilà, voilà, elle est là. She's back. Est-ce He qu'on was peut having prendre an le asthmatic feu attack. d'olivier? Yes, From asthma to asthma. Yes. yeah. He needs an antioxidant agent. He needs vitamins and cortisol. Oh, yes, olive oil extract. Est-ce qu'on peut prendre les feuilles d'olivier et en même temps la vitamine C? Yes. Miss Yendel was asking about, can we take the same time both the extract of olive leaves and vitamin C? Of course. I tried to make a big point that taking the two simultaneously at the same time, you get an enormously improved uptake of the vitamin C inside the cells. So yes, absolutely. Professeur Lévy dit bien sûr, on peut les prendre tous les deux. Bien sûr, ça va avoir un impact hyper positif et une amélioration énorme dans les taux de vitamine C intracellulaire. Très bien. Voilà. No more questions. Okay. All right. Yes, we can. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank right. you. And thank you to all of you. And see you next. And thank you very much for this amazing conference. Thanks you to Dr. Maha Shaikh Thank you. for making this It's a Zoom pleasure. conference possible. Yes, thank you for Asma Misbahi for translating, and thank you to all, Incredible translation, Asma. Incredible translation. I'm impressed. It's always an honor. It's you. always an honor, Professor Yes. Lévy. I'm sorry for the interruption. I don't know what Thank you. happened with my connection. I'm really sorry. Okay. All right. And we are a VIP guest today, Bo Johnson, Victor Martial, and Todd Perberthi. So thank you for all the guests and all participate from VIP group. So thank you and see you for the next conference. And you are welcome in Zoom conference every time. So thank you very much. Okay. Bye-bye all. Thank